Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 15 octobre. Donc ça c'est la serre des choux. Donc sur cette culture, il y a à peu près 15 jours de retard par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc ça c'est les choux-fleurs. Donc il y a 4 variétés. Il y a Automne Géante 4, Géant d'automne Primus, F1 Boris et Flora Blanca, c'est celle que je fais habituellement. Là j'essaye de voir si j'en ai pas des mieux que celles que je faisais avant. Ça, c'est des choux cales. C'est la variété Westlands Winter. Ça, c'est pas des fins. Ça non plus, c'est des choux brocolis, c'est pas des fins. C'est des brocolis à jet vert calabrais. Donc ça, c'est des plants de chez Gamme Vert que j'ai acheté parce que les miens, ils ont crevé faute d'arrosage. Ça, c'est la variété TED. Alors là, il y a beaucoup d'attaques de limaces, hein, c'est pour ça que certaines salades, je suis obligé de les protéger, sinon elles sont harcelées et bouffées continuellement. Ça, c'est les rutabagas. Donc sur les rutabagas, il y a à peu près ouais, un mois de retard par rapport à ce que je fais d'habitude, hein. Il faut les faire, en fait, ça, il faut les semer vers le 15 juillet. Ça, c'est les brocolis, et c'est pareil, il y a beaucoup de retard là-dessus. Il faudrait faire ça, semer ça vers le 1er juillet. Bon, ça, c'est les betteraves, hein. La variété Robusca. Donc c'est une variété qui n'a pas de goût de terre. Donc ça, c'est les radis roses de Chine. Donc sur ça, il y a à peu près ouais, 15 jours, 3 semaines de retard. Ça, il faudrait les radis d'hiver, il faudrait les faire les semer vers le 15 août. Donc ça, c'est des choux de Pontoise et des choux rouges. Donc ça, c'est la première fois que j'en fais. Alors ceux-là, je sais pas à quelle date précisément il faut les faire. Donc là, c'est la mâche. Il doit y avoir ouais, 3 semaines, un mois de retard. En fait, moi, je les fais pousser comme les salades. C'est-à-dire que je leur fais atteindre leur taille adulte. Donc les choux Bruxelles. Donc là, il y a 3 variétés. Il y a la variété que je fais habituellement qui s'appelle de Rosny et qui n'est pas un F1. Il y a ensuite Marthe qui est un F1 et Jade qui est un F1. Alors j'essaye de trouver mieux que de Rosny qui est correct mais sans plus. Il y a 2 pieds de chaque variété. Donc les sauts blancs que vous voyez au pied là, normalement j'aurais dû les enlever, hein, mais je les ai oubliés. Donc après, je pouvais plus les enlever, sinon j'aurais cassé toutes les feuilles. Donc je les ai laissées. Donc ça c'est les carottes, mais bon comme ça, cette année j'ai des problèmes de semis. Bah, ça permettra quand même de récupérer quelques grosses. Donc ça c'est le test sur les radis que j'avais fait. Je voulais savoir si en récoltant les graines de l'année même, on pouvait les semer directement sans attendre une période de froid. Et là, ça a très bien poussé, hein. Donc, je crois même que ça pousse encore mieux que sur des graines plus anciennes.
Bon, après, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça. Là, c'est vrai que c'est un peu tard pour des radis d'été. On va les laisser, on verra bien ce que ça fera. Donc les poireaux, là, donc il y a deux variétés, hein. Il y a ma variété qui s'appelle Ténor, et l'autre à côté, c'est une variété d'été qu'on peut aussi garder l'hiver. C'est Gros du Poitou, qui franchement, c'est nul, hein. Alors celle-là, je la remettrai pas. Par contre, ils sont moins gros que d'habitude parce que je pense que j'ai fait une erreur. Je les ai mis derrière les choux Bruxelles et du coup, ils sont un peu trop à l'ombre et ils sont quand même un peu moins gros par rapport à l'année dernière. Donc, je pense que c'est dû à ça. Donc là, les feuilles mortes que vous voyez là, c'est pour les limaces, hein. C'est pour éviter qu'elles s'attaquent directement aux choux. Donc, ça, c'est les choux-fleurs. C'est des deuxièmes semis, tout ce qu'on voit dans l'intérieur de cette serre là. Ça, c'est des choux-fleurs. Donc, ils ont été plantés un mois après les autres, là, les premiers semis. Bon, bah, ça, c'est le basilic, mais en fin de vie, hein. Bon, il me reste des poivrons. Ça, c'est pas les poivrons, hein. Ça, c'est des piments. Des piments mexicains. Donc, ça, c'est pareil, c'est un deuxième semis. Ça, ce sont des choux brocolis. Donc, il y a quand même pas mal de limaces à l'intérieur, là. Donc là, il y a toujours des fleurs qui apparaissent et des petits poivrons, et des petits piments. Donc on verra bien ce que ça va donner. Bon, ils vont sûrement pousser, mais ils vont rester verts, hein. Il y en a quand même pas mal, hein. On est quand même le 15 octobre, hein. Donc là, c'est les épinards, mais il y a beaucoup de retard, hein. Les épinards, il faudrait les semer aux alentours du 8 août. Après, moi, je les sème pas directement dans le sol, hein. Je les mets d'abord dans des barquettes et c'est plus tard, au bout de 3 semaines environ, que je les repique après dans le sol. Ça permet de garder la culture qui est sur place plus longtemps, quoi. Donc là, les aubergines, il en reste encore pas mal. Après, je sais pas si elles vont vraiment grossir. On verra bien ce que ça donne. Alors, il y en a de toutes les couleurs, mais bizarrement, elles sont pas amères. Donc, logiquement, normalement, quand elles changent de couleur comme ça, elles deviennent amères. Mais là, non. Pourtant, tout ça, c'est la même variété, hein. C'est de Barbantane. Donc des tomates, bon là ça c'est les grosses tomates de Marmande, mais il y en a quasiment plus, hein. Il y a beaucoup de fleurs, mais bon après je laisse ça, on verra bien. Par contre les tomates cerises, il y en a plein qui apparaissent. Il y a encore plein de fleurs, il y en a plein qui arrivent, donc ça c'est impeccable. On est quand même le 15 octobre, hein. Et elles sont sucrées, hein. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que plus on va aller vers l'hiver, plus on va aller dans le froid, et en fait, après, elles deviennent plus sucrées, et même elles deviennent carrément à moitié amères, très désagréables à manger. Donc, alors pour ceux qui ont des terres argileuses, j'ai une solution à vous proposer. C'est de retourner donc la terre en gros blocs, comme c'est sur la photo,
Vous laissez ça tel quel pendant tout l'hiver, parce que le problème c'est que si vous émiettez la terre, et ben vous incorporez de l'air et dès qu'il va pleuvoir pendant l'hiver, ça va retasser le sol, le recompacter. Donc ça, voilà, ça n'a aucun intérêt. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est décompacter le sol. Donc on le retourne en gros blocs, on le laisse pendant tout l'hiver. À la limite, vous pouvez rajouter par-dessus du fumier sans chercher à le mélanger, hein. Vous le laissez juste dessus et puis avec la pluie, ça finira par rentrer dans le sol. Donc vers janvier, vous refaites la même chose parce que la terre se sera sûrement recompactée un petit peu. Donc vous la retournez pareil en gros bloc, vous la laissez telle quelle. Et au printemps, ce qu'on va faire, c'est on va mettre du sable sur la terre là. On va mettre par exemple environ 10 centimètres. Et c'est là qu'on va émietter le tout. Donc l'idéal c'est d'utiliser un motoculteur, hein. C'est vraiment de mélanger les particules de terre avec le sable pour obtenir en fait une terre ultra friable où là tout va pousser puisque ça sera presque du terreau, hein. Ça sera plus du tout une terre argileuse. Donc le sable, il faut vraiment le mettre au dernier moment parce que le problème c'est que si on le met là actuellement au début de l'hiver, avec les pluies qu'il va y avoir pendant tout l'hiver, il va finir par descendre en fait au fond de la terre quoi, en profondeur. Donc il faut vraiment attendre le dernier moment au printemps, juste avant de commencer à mettre les cultures. Et comme ça, on est sûr d'avoir encore un sol bien friable et que le sable il est encore assez présent en surface. Donc le sable, c'est pas n'importe quel sable, hein. C'est surtout pas du sable fin, parce que sinon autrement il finirait par passer à travers les particules de terre et se retrouver au fond de la terre. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut qu'il reste mélangé à la terre. Donc il faut prendre du 0,4. Donc c'est du sable classique, on trouve ça à Castorama, on achète ça au mètre cube et puis voilà quoi. Euh, Vous allez voir, le sable, c'est vraiment la solution idéale pour supprimer les terres argileuses, hein. Vous verrez, il y aura un avant et un après, hein, parce que euh, là, ça va être ultra friable, donc tout va vraiment pousser, hein. Parce que ce qui se passe avec l'argile, c'est que en fait, bah, l'été, la terre en séchant, ça devient du béton. Et là, le problème, c'est que comme il y aura du sable, eh ben, ça formera plus du tout de blocs de béton. Donc là, les racines, au lieu d'avoir du mal à pousser dans une terre qui ressemble à du béton, et ben là, ça sera une terre un peu sablonneuse, ce qui fait que là, les racines vont pouvoir se déployer comme elles veulent, quoi. Tiens, j'en profite justement de cette photo là. Pour ceux qui voudraient mettre deux serres côte à côte, donc là, je sais pas, entre les deux serres, là, il doit y avoir peut-être moins d'un mètre. Le problème, c'est que quand il pleut, surtout quand il pleut beaucoup, le problème, c'est que vu la surface en fait de bâche il y a énormément d'eau qui va se retrouver au milieu là. C'est impressionnant la quantité d'eau qui peut se retrouver en plein milieu entre les deux serres. Donc, et le problème, c'est que parfois, s'il pleut beaucoup, bah, on se retrouve avec de l'eau à l'intérieur de la serre. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est passée donc sous la serre et après, elle remonte par capillarité en plein milieu des serres. Donc voilà, même avec des serres, en fait, on peut se retrouver inondé. Donc moi, franchement, ce que je conseillerais, si vous avez la place, c'est de bien séparer donc deux serres. Mettre au moins une distance de, on va dire, allez, 3 mètres quoi, entre deux serres. Comme ça, au moins, vous êtes un peu plus tranquille. Parce que vous imaginez pas la quantité d'eau, s'il pleut beaucoup, qui arrive entre les deux serres, hein. C'est quand même impressionnant. Oui, donc pour retourner la terre, il faut prendre cet outil-là. Ça s'appelle une bêche. C'est pas une pelle, hein, c'est une bêche. Et franchement, ça c'est l'idéal pour retourner la terre. Ça s'enfonce facilement dans le sol. Ça se trouve à Castorama, on en trouve pour 14 euros, 15 euros, je crois. Donc si vous n'arrivez pas à retourner la terre parce qu'elle est trop dure, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous attendez qu'il pleuve beaucoup et que la terre soit plus facile à retourner. Ou soit vous l'arrosez vous-même, hein, soit avec un tuyau ou avec des arrosoirs. Ben, vous arrosez abondamment et puis le lendemain vous revenez et puis vous la retournez facilement.
Alors je vais tenter un truc cette année sur les choux. C'est-à-dire que je vais semer de la mâche sur la terre où il y a des choux pour m'en servir en fait comme paillage. Alors, je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, j'en sais rien. Et au lieu de mettre des feuilles mortes, des trucs comme ça, quoi, ou du broyat, bah, je vais mettre directement je vais semer directement de la mâche donc tout autour des choux sur le sol. Et je vais laisser pousser ça. Et ça fera comme ça une sorte de paillage. Et l'avantage de la mâche, c'est que ça résiste très, très bien au froid. Et que en plus, ça va travailler la terre. Et ça apporte un peu d'azote. Donc ça évite de laisser le sol nu. Donc on va voir, je vais faire ça. Et puis on va bien voir ce que ça va donner.